Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non! Non! Oh, punaise, oui! Pas ça! Non! Dites mon nom. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux œuvres diffusées sur le petit écran et sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, on dissèque Game of Thrones, la série culte de HBO. Dans l'épisode 1, on s'est intéressé à la mythologie derrière la série et à l'imaginaire qu'elle convoque. Aujourd'hui, retour à la vraie vie avec un zoom sur le rapport que le Trône de Fer a entretenu et entretient encore avec son public. À mes côtés pour décortiquer tout ça, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Clémence. Alors quand on pense à Game of Thrones, on pense à l'hiver qui arrive, peuplé de créatures effrayantes, on pense à des dragons et des corneilles à 3 yeux, on pense à des personnages hauts en couleur, des intrigues politiques complexes et un univers touffu, mais ce n'est pas tout. Au-delà de son récit, Game of Thrones, c'est aussi l'histoire d'un phénomène qui marque la fin d'une ère pour la télévision. Lancé en 2011, c'est sans aucun doute le dernier grand succès d'une vraie chaîne de télé, un programme que l'on regarde au fur et à mesure, qu'on attend patiemment chaque semaine. À l'époque, Netflix n'existe pas encore en France quand la série se lance. Rafik, Stéphane, vous vous rappelez, vous, des débuts de la série ? Moi, je me rappelle des débuts de la série parce que justement, en fait, on pouvait en entendre parler sur les réseaux sociaux ou sur Internet, mais j'avais pas forcément commencé à regarder. J'étais un peu circonspect sur la possibilité de faire un vrai grand univers de fantasy à la télé, même si en fait ils se donnaient les moyens. J'avais un peu peur de me dire bon, ça va être un peu cheap, voilà. Et moi personnellement, j'ai mis 3-4 ans avant de me lancer dedans. Wow. Ouais, mais en m'étant fait un peu spoiler quand même certains éléments, mais je me rappelle par contre que c'était déjà un phénomène, c'est-à-dire que en gros assez rapidement, je pense vraiment j'ai pris conscience de ça à la fin de la première saison. Et notamment, on va spoiler, hein, je pense la plupart des épisodes, et notamment en fait la mort de l'exécution en fait du patriarche Stark en fait, et qui était un phénomène en fait, si tu veux, qui a surpris pas mal de monde en fait dans la série et pas mal de spectateurs, et qui a donné un espèce de je sais pas, de là en fait pour dire tout peut arriver. N'importe qui peut mourir dans cette série-là, et je pense que c'est quelque chose qui a profondément marqué en fait les spectateurs à la fin de la saison 1, et ce qui fait que je pense qu'elle marchait déjà, hein, la série, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas qui a fait comprendre aux gens que là oui, il fallait suivre ce récit-là, parce que ça allait vraiment, ça pouvait prendre des proportions inattendues, quoi. C'était une motivation de toute façon des showrunners, puisque Benioff avait conseillé à Weiss de se jeter sur les bouquins justement après la mort d'Eddard Stark, en lisant à partir du moment où on a découvert que ce qu'on croyait être notre leading man se fait exécuter. J'ai commencé à avoir peur pour tous les personnages, et ça a donné une urgence à ma lecture, et quelque part il est convaincu que s'ils arrivent à créer ça en série, ils vont donner au spectateur justement cette urgence, c'est-à-dire que le spectateur va être sur son siège chaque semaine en se disant qui est susceptible d'y passer, et effectivement c'est bien ce qui s'est produit. C'est ce qui s'est produit, et d'ailleurs on retrouve cet effet-là dans la saison 3 avec la saison 3 épisode 9, hein, les pluies de Castemer, les noces pourpres, où toute une partie du casting se fait assassiner, et pas n'importe laquelle, qui est justement celle que le public à ce moment-là considère comme étant le groupe héros de l'histoire. C'est ça, c'est les gentils quelque part. Voilà, c'est le groupe de gentils se fait quasi intégralement décimer. Ouais. La famille Stark. Et le choc était tel que des vidéos virales ont commencé à circuler sur Internet à l'époque, montrant la réaction des spectateurs. Alors c'est vrai qu'il y avait deux camps. Il y avait ceux qui avaient lu les livres et qui savaient ce qui allait se passer, et qui se frottaient les mains en attendant les réactions des personnes qui découvraient
découvrait avec terreur ce qui arrivait à cette pauvre famille Stark. C'était la revanche des nerds, la revanche des geeks, c'est-à-dire effectivement ceux qui avaient lu les bouquins savaient ce qui allait se passer et ont sorti leur téléphone portable au bon moment, et ça nous a donné des compilations de vidéos absolument délectables de gens qui hallucinent. Enfin, il y a des réactions carrément. Je crois qu'il y a une jeune fille qui se cache derrière les rideaux de son appartement pour pas voir ce qui se passe. Enfin, c'est très drôle. Mais en même temps, ça fonctionne comme une espèce de transmission. C'est-à-dire, il y a ce côté. J'ai passé des années à essayer de vous faire comprendre ce qui moi me fascinait dans cette littérature que vous voulez pas lire. Et là maintenant, je sais que vous allez basculer dans mon camp. Vous allez comprendre que ces personnages, ils existent en fait pour nous. Parce que la fantasy, par rapport au public qui ne s'intéresse pas à la fantasy, il y a ce côté, c'est lointain. C'est pas près de moi, et donc du coup j'ai du mal à m'y intéresser. Moi j'avais constaté ça avec les films du Seigneur des Anneaux, quand les 2 tours, le deuxième volet est sorti, j'ai vu que tous ceux qui avaient été réfractaires au premier ont commencé à rentrer dans le deuxième, parce qu'en fait le deuxième est quasi essentiellement autour des humains. Le simple fait qu'on nous demande de nous identifier à des nains ou à des hobbits, déjà pour une partie publique c'est très très compliqué, ce qui n'est évidemment pas le cas de ceux qui aiment la fantasy, qui ont envie d'être des hobbits ou d'être des nains. Mais du coup, voilà, ce basculement, il est intéressant parce que c'est un passage de relais entre 2 populations qui forcément ne partageaient pas toujours les mêmes goûts. Et puis ce décalage quand même d'informations, c'est aussi ce qui va contribuer à cette paranoïa, parce qu'on peut parler de parano sur les réseaux sociaux, avec la guerre des spoils, la guerre des spoilers, et des personnes qui mutaient les mots complets pour ne surtout pas se faire divulgacher. Le mot est rentré dans le dictionnaire pendant cette décennie, ne pas se faire gâcher la fin des épisodes. Et c'est vrai que par rapport à d'autres séries diffusées plus tard, le fait que ça soit un rendez-vous hebdomadaire, pour éviter les spoils, cela contribuait au fait que tout le monde se donnait rendez-vous. Finalement, on voulait tous être devant son écran au moment où ça sortait pour être sûr de ne pas se faire gâcher la suite. Alors déjà en France c'était un souci parce que c'était 24 heures après. Donc en fait en termes d'heures d'internet c'est une éternité quoi en fait. Mais après il y a ce truc qui est assez étonnant, c'est que on parlait du fait que ça peut-être la dernière série linéaire, on va dire, en fait, de télé linéaire, entre guillemets, c'est-à-dire que en gros, il n'y a pas de binge-watching, on ne regarde pas tout ça d'un coup, une saison complète, on va dire, il faut attendre, c'est sur 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines, en fait, 10 semaines, et avec plus les saisons avançaient, une vraie attente, en fait, sur comment ça redémarre. Et ce qui est assez étonnant, finalement, c'est que dans une ère où les studios et HBO, on peut comparer ça à un mini studio pour la télé, quoi, studio hollywoodien, j'entends, qui veulent vraiment impérativement ne pas dévoiler ce qu'ils ont sous la main. Enfin, on le voit, par exemple, il y a ce documentaire qui a été fait en fait sur la dernière saison, qui s'appelle The Last Watch, où on les voit en fait avec les scénarios qui sont marqués, en watermarkés en fait, si tu veux, pour chaque acteur, pour qu'ils sachent. Et détruits après lecture. Voilà, détruits après lecture. Bon là, on était dans un truc où on était vraiment arrivé à un stade où comme les romans n'avaient pas encore terminé le récit, effectivement il y avait des spoils potentiels importants, mais dans les premières parties de saison c'était un peu la même logique, et c'est étonnant finalement de se dire que il y avait ces problématiques-là qui se posaient, sachant que les romans étaient là depuis un moment, quoi, et que en fait, en gros, effectivement, comme on l'a dit, il y a une partie des lecteurs qui savaient de toute façon, enfin des spectateurs qui étaient déjà des lecteurs et qui savaient comment ça allait se passer. Donc c'est finalement, il y a aussi une manière de respecter, en dire le déroulement du récit. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est que cette guerre-là, finalement, elle a lieu sur un temps donné très très limité. C'est-à-dire vraiment la diffusion de la série et jusqu'à l'attente de la semaine suivante, en fait. Et voilà, parce que spoiler Game of Thrones à cette époque-là, ça pouvait être très très facile. Il va se passer ci, il va se passer ça, puisqu'on les a lus, on le sait, quoi. Et mine de rien, il y avait quand même ce respect du spectateur, je pense, qui était là, qui est assez étonnant. Et surtout, moi, ce que je retiens, en fait, en tout cas, si on doit vraiment faire un comparatif, en fait, entre la façon dont les séries sont diffusées aujourd'hui
par rapport à l'époque, et c'est pas si lointain que ça, hein, c'était 7-8 ans, hein, 9 ans, quoi. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de rendre ça prégnant. C'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est que quand t'as fini, par exemple, l'épisode que t'as cité, et notamment le Red Wedding, en fait, les noces pourpres, bah, tu restes une semaine avec ça, en fait, en attendant l'épisode suivant, et tu passes pas directement à ce qui se passe après, comment les autres personnages vont réagir, etc., etc. Tu te prends presque, j'ai envie de dire, le deuil, en fait, de ces personnages-là, dans la gueule, et puis t'attends tout bêtement qu'on te file l'épisode suivant. Aujourd'hui, dans les trucs de binge-watching, tu peux directement passer à l'épisode suivant, ce qui fait que ce genre d'effet-là, est moins efficace à mon sens. Et par contre, l'autre truc que je vais rajouter, c'est que réseaux sociaux oblige, émergence des réseaux sociaux à l'époque, etc., etc., ça a créé aussi une attente, en fait, sur la plupart des séries aujourd'hui. C'est-à-dire que n'importe quel épisode de, par exemple, ce qui sort aujourd'hui, WandaVision, ou ce genre de choses, ou Mandalorian, etc., etc., il y a impérativement cette logique de parler absolument de... Vous rendez compte, il y a un cliffhanger, il y a un truc, et qui... pour moi, sont pas à la hauteur, en fait, de ce que Game of Thrones a pu créer à l'époque, quoi. Ouais, Game of Thrones a créé de la conversation, réellement, autour de la série. Après, à la différence de pas mal de séries actuelles, on va dire des séries produites par les plateformes de streaming, Game of Thrones s'appuie aussi sur une œuvre très creusée, très, très riche, hein, de George Martin. Là où des séries Netflix ou des séries OCS vont avoir une patte très cinématographique, très léchée, mais vont fonctionner sur des formats plus courts. On est beaucoup sur des mini-séries aujourd'hui, avec des propos et des univers en général moins creusés. Finalement, série plaisante à regarder, mais aussi vite visionnée, aussi vite oubliée. C'est-à-dire que, en fait, je vais compléter ce que tu avances. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, en fait, avec Mandalorian, par exemple, et là, je vais spoiler Mandalorian, donc je préviens les gens, voilà. On avait fait des épisodes dessus, vous avez fait des épisodes dessus, Clémence, toi, avec Rafik et Julien. Mais, en gros, ça se base sur un univers très fort aussi. C'est-à-dire, c'est Star Wars. Mmh. Mais il suffit, pour buzzer, de faire revenir le personnage de Luke Skywalker, si tu veux, période retour du Jedi, et d'un seul coup, en fait, la machine à buzz, en fait, la machine à spoiler, la machine réseaux sociaux, en fait, fonctionne à plein régime. Alors que c'est constitutif d'un élément, on va dire, entre guillemets, de fanservice, plus que dans Game of Thrones, en fait, l'idée de faire vraiment avancer le récit et de se dire, putain, mais qu'est-ce qui va se passer après ça, quoi. C'est-à-dire que, vraiment, moi, je me pose pas la question de ce qui va se passer après dans Mandalorian, une fois que Luke Skywalker est venu, a fait sa petite panouille et repart, quoi. C'est-à-dire que là, dans Game of Thrones, c'est à partir du moment où, effectivement, tu enlèves des personnages auxquels tu t'es identifié, tu les retires littéralement de l'équation, tu peux pas revenir dessus, ils reviendront jamais, ils sont morts. Voilà, enfin, ça devient un truc un peu, tu sais pas où ça va. C'est ça le truc. Et mine de rien, vous allez peut-être me contredire, mais c'est peut-être une dernière série qui pouvait vraiment se permettre ça. Et à mon sens, ils vont le perdre au fur et à mesure, par contre, en fait, voilà. Encore un spoiler, hein, la mort de Jon Snow, je crois à la fin de la saison 5, c'est attendu. Pas forcément super bien traité, je trouve, en fait, la façon dont il gère sa renaissance, en fait, en l'occurrence. Et du coup, en fait, il y a que le fait que on passe d'une saison à l'autre, finalement, avec l'attente d'une année, qui fait discuter plus que de ce qui fonctionne dans le récit, finalement, parce que on est quand même, c'est établi maintenant qu'on est dans un univers, à ce moment-là de l'intrigue, du récit, c'est établi qu'on est dans un univers de fantasy où tout est possible. Et c'était presque... c'est presque une contradiction, je trouve, à ce moment-là, en fait, dans la façon dont c'est fait, de ce que la série est censée t'apporter, quoi. Voilà. Mais après, c'est mon opinion personnelle. Je sais qu'en tout cas, ce qui était assez marrant, c'était de voir que, enfin, moi, ce qui m'avait marqué à l'époque, j'ai se demandé presque s'il n'avait pas été payé par HBO, c'était de voir quelqu'un comme Obama, en fait, qui était encore président des États-Unis à l'époque, si je dis pas de bêtises, qui passe carrément à la télé et qui explique qu'il a discuté avec les showrunners pour savoir si c'était vrai ou pas, et qui explique que les showrunners lui ont dit, non, c'est vrai, il est mort, il est vraiment mort, il reviendra pas. Et lui qui était là en train d'essayer voilà. Et tu sais que le récit peut pas vraiment avancer sans Jon Snow, en fait, à ce moment de l'intrigue. Donc c'est
c'est un jeu en fait qui s'est instauré médiatique. Et la question, c'est de savoir jusqu'à quel point ils en ont joué ou jusqu'à quel point ils ont laissé en fait finalement la boule de neige se former ou pas, quoi. Oui, et puis c'est un jeu aussi avec la cruauté naturelle du public, parce que même si on réagit, même si on gueule sur les réseaux sociaux, etc., en réalité, il y a quand même un vrai plaisir qui est pris à voir ses personnages favoris souffrir au maximum, sachant qu'en plus, dans pas mal de cas, ils ont atténué la souffrance des personnages par rapport à ce qu'elle était dans les bouquins. George Martin, c'est devenu un mème. George Martin, il y avait ce mème très drôle où il est en train de signer un exemplaire dans une convention et il demande à la personne quel est votre personnage favori, et donc la personne dit le nom, et t'as George Martin qui sourit comme ça, et tu sais que la semaine prochaine le personnage va crever, quoi. Mais il y a oui, donc dans le bouquin, il passe par des choses. Je crois que l'exemple qui était souvent donné, c'était le combat entre Brienne de la chevalière de Tarth, hein, et Clegane, the Hound en anglais. Le limier. Voilà, ou dans le bouquin, il est littéralement à un moment donné en train d'essayer de la manger, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un bain de sang ce combat. Ils ont pas poussé jusque là dans le récit. Mais là, tu cites... Ils n'ont pas poussé jusque-là, mais ils ont rajouté un paquet de morts quand même par rapport au nombre... Après, il y a tout un jeu du shocker sur lequel HBO avait de toute façon tablé bien avant. HBO, c'est la chaîne qui a fait Les Sopranos, donc dans laquelle, pour la première fois à la télévision, un personnage qui était notre identifiant se permettait de faire un meurtre gratuit dès le 5e épisode, je crois. Donc ils étaient connus comme étant la chaîne qui ose briser entre guillemets ces tabous de télévisuel. Sexe et violence. Et avant d'en arriver à la mort d'Eddard Stark, à la fin de la saison, on a quand même le premier épisode qui se termine par un gamin qui est jeté du haut d'une tour. Hein. Donc il y avait quand même une annonce faite au public que c'est quand même là-dessus qu'on va jouer. On va pas faire attention. Si vous n'êtes pas familier de ce que c'est que la dark fantasy, vous allez commencer à comprendre, quoi. Donc ouais, je pense que la chaîne, pour le coup, je pense pas que HBO est freiné sur cet aspect-là, sur l'aspect shocker, en fait, sachant qu'il y a quand même dans la culture de la série américaine une chose qui est en place depuis longtemps, hein, depuis en gros Dallas et la mort de JR, quoi, qui est que le personnage le plus populaire, à un moment donné, doit lui arriver un truc absolument monstrueux qui fait que le lendemain tout le monde en parle à la machine à café. Sauf que JR est pas mort. En plus, ouais. Voilà. Comme Jon Snow. Mais en fait, il y a ce truc, on parlait de mème et tout ça, mais c'est vrai que par exemple, la mort de Sean Bean, c'est devenu... Oui, parce qu'il meurt dans tous les films dans lesquels il joue. Il meurt dans tous les films et c'est carrément devenu un gag. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, je crois que c'est dans un jeu vidéo qui s'appelle Hitman. Il y a, en fait, comme tu joues un assassin dans Hitman, en fait, ils font venir Sean Bean dans un DLC pour que tu puisses le tuer à loisir, en fait. Donc voilà, c'est vraiment devenu un truc de représentation sur Internet, en fait, de qui est quoi, et jusqu'en sortant même carrément du personnage. Mais c'est Game of Thrones qui lui a vraiment donné cette aura-là, parce qu'effectivement, il mourait dans tous les autres films avant et personne ne l'avait forcément remarqué, quoi. Donc oui, il y a cette approche-là. Il y a aussi, j'ai envie de dire, voilà, je pense c'est ce que je disais, en fait, moi je trouve que la construction de la série, elle est assez étrange par moment, en fait, dans le sens où c'est toujours hyper événementiel. Enfin, plus la série avait du succès, plus c'était événementiel, en fait, de relancer la saison 5, la saison 6, la saison 7, etc., etc. Et ce qui était marrant, c'était de voir que le lendemain, en fait, tout le monde était déçu par le premier épisode à chaque fois, parce que c'est vrai que la série fonctionne, en fait, avec une dizaine d'épisodes par saison. Un peu moins, je crois, si je dis pas de bêtises, dans la dernière saison. Mais salon 8 épisodes. Voilà. 6 épisodes, pardon. 6 épisodes. Et en fait, souvent, c'était les 4-5 dernières où d'un seul coup, vraiment, il y avait, on redécolle et on avance dans le récit. Il y avait vraiment, t'as l'impression qu'on te représentait de nouveau un peu chaque personnage dans les 4-5 premières saisons, et comme plus la série avait du succès, et plus il y avait des déceptions sur le premier épisode il se passe finalement pas grand chose, parce qu'il y avait justement cette espèce d'attente qui est aujourd'hui comblée, en fait, c'est ce que je disais, je trouve de manière assez factice, en fait, d'avoir quelque chose, en fait, qui
qui dit voilà de quoi on va parler effectivement le lendemain à la machine à café. Or le truc c'est que Game of Thrones c'est que ça reste quand même une série en fait qui a besoin de travailler ses personnages et qui a pas forcément besoin d'être dans le choqueur permanent, dans le truc. C'est-à-dire que c'est une image qu'elle a, mais qui est pas forcément tout à fait non plus valide. Parce que du coup, il y a certains événements de la série qui ont été pris comme une volonté de choquer, là où pour les auteurs, ils étaient dans la continuité de leur narration. Je pense notamment au viol de Sansa, qui a été un énorme contre-buzz, on va dire, sur les réseaux sociaux. Tout le monde était furieux, etc., en disant voilà, de quoi font-ils la promotion, tout d'un coup. Bref, en gros, c'était devenu du male gaze, ou je sais pas. Enfin, il y avait tout s'est mélangé autour de cet épisode, et les auteurs de faire remarquer qu'il y avait déjà eu des viols dans la série et pas qu'un peu auparavant, et que en fait là c'était un élément narratif. Oui, effectivement, c'était une astuce narrative pour faire aller les personnages d'un point A à un point B, certes, mais en même temps, ils n'avaient pas la sensation d'avoir fait ça pour choquer, en fait. Alors, ils l'ont peut-être pas fait pour choquer, mais c'est vrai que la série, finalement, a quand même traversé une décennie, et les téléspectateurs et téléspectatrices ont évolué au cours de cette décennie. Et c'est vrai que c'est une période des années 2010 pendant lesquelles la parole s'est libérée, et pendant laquelle des questions autour du sexisme, autour de la culture du viol ont commencé à se poser. Ces questions-là sont venues s'inviter dans le débat. Là où au début, au lancement de la série, effectivement, on n'en parlait pas. Oui, alors après, je pense que Sansa, elle représente aussi une certaine forme de pureté dans la série. C'est-à-dire qu'elle a vraiment, en fait, cette image-là, et je pense que c'est ça qui a choqué les gens. Par exemple, il y a un personnage récurrent, alors je me rappelle plus de son nom, mais il y a un personnage récurrent de prostituée, en fait, qui avec Tyrion, notamment, assez souvent. Elle, c'est très triste en fait la façon dont elle se termine. En fait, elle se fait tuer, je crois, par Geoffrey, si je dis pas de bêtises. Elle se fait planter en fait des flèches et tout dans le corps. C'est horrible, et disons que ça a moins créé de remous. Et je pense pas que ça soit qu'une question de libération de la parole. Je pense qu'il y a vraiment aussi une question de qu'est-ce qu'elle représente en fait dans la série et dans le cadre, qui fait que il y a effectivement, comme le pointaient du doigt les showrunners, il y a eu des moments de violence très très intenses. En fait. C'est-à-dire qu'on leur a prêté des intentions sociologiques en fait qu'ils eux n'avaient pas forcément quand ils étaient avant tout préoccupés de leur narration. Mais ils se sont montrés aussi à l'écoute de leur public, puisqu'on a vu dans la narration justement le regard posé sur les femmes évoluer, et notamment ça a fait l'objet d'un buzz plutôt amusant, c'est que il a beaucoup été reproché à la série de montrer des femmes nues et des sexes féminins, et le premier plan sur un sexe d'homme à l'écran, je crois que c'est dans la saison 6, a été du coup largement relayé. C'était la toute première fois qu'on voyait un pénis dans Game of Thrones. On n'en avait pas vu avant la saison 6 il me semble, peut-être au niveau des figurants, mais, etc. Mais là, c'était un acteur, en fait. Voilà, c'était un acteur, et en tout cas, ça n'arrivait pas dès le début de la série. Après, il y a aussi une évolution en fait de la starification des gens, c'est-à-dire que en fait des acteurs, je pense à notamment par exemple Emilia Clarke, où alors ça va de pair avec son son personnage et l'évolution de son personnage aussi, mais et c'est assez intéressant parce que je pense que tu as certains acteurs justement en fait dont la trajectoire évolue avec leur personnage au fur et à mesure où elle accepte son destin et sa puissance en fait, et le fait justement de récupérer l'héritage qui lui est dû. Le personnage de Daenerys en fait finit par choisir, alors qu'elle est littéralement soumise dans la première saison vis-à-vis de Khal Drogo notamment. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que l'actrice ayant pris plus de pouvoir, en fait, elle a elle-même demandé à ne plus avoir justement de scènes, de sexe, de scènes de nudité, etc., etc. Et ce qui fait que son personnage a quand même des relations dans les épisodes à venir après, mais par contre c'est complètement, ça devient, j'ai envie de dire, allez, utilisons ce terme, chaste en fait par rapport à ce que tu connais de Game of Thrones aussi, quoi. Donc et là je pense que c'est une question de pouvoir de l'actrice.
parce que il faut aussi savoir ça, c'est-à-dire que à un moment donné, en fait, comme dans toutes les grosses séries, les acteurs deviennent très importants en fait au fur et à mesure du succès, et du coup, ils se retrouvent avec, je crois que il y a 4-5 personnages principaux en fait qui ont été payés, je crois, $1 million par épisode à la fin de la saison, enfin pour la dernière saison, quoi. Donc c'est un peu comme par exemple sur Friends ou ce genre de choses où d'un seul coup ils avaient vraiment leur mot à dire sur la façon dont ils pouvaient eux-mêmes être représentés à l'écran, quoi. Effectivement, avec le succès grandissant de la série. Alors, sans transition, j'aimerais qu'on parle des téléchargements illégaux, parce que on parlait des records dans le premier épisode que la série a battu, et parmi ces records, il y a celui de la série la plus piratée. Alors, la série a décroché ce titre dès sa 2e saison en 2012 et l'a gardé jusqu'en 2018, avant d'être détrônée par The Mandalorian. D'accord. Oui, en fait, le truc. Alors, Mandalorian, je pense que ça s'est expliqué aussi parce que, si je dis pas de bêtises, ça a pris du temps à arriver dans d'autres pays, en fait, Disney+. Ce qui fait que, en fait, si tu voulais voir Mandalorian en même temps et pas te faire spoiler sur les réseaux sociaux, effectivement, il fallait le télécharger. En tout cas, je crois en France, c'est arrivé plus tard, quoi. Le truc avec Game of Thrones, c'est que ce qui est assez marrant, c'est que HBO, qui est quand même un service, en fait, qui a besoin d'abonnés, en fait, pour exister, je crois que c'est le patron, alors j'ai plus son nom, mais qui disait en gros que c'était pas du tout un problème, en fait, que la série soit piratée. Ça participait même, selon lui, de la démonstration de popularité, en fait, de la série en soi, et du fait que tout simplement les gens étaient intéressés par voilà. Alors je sais pas si c'est un discours qui tient face aux actionnaires, on va dire, de Warner, puisque ça appartient à Warner, HBO, mais en tout cas, ça démontre bien que finalement, quoi qu'il arrive, en fait, la série était un tel succès que, en fait, ils pouvaient prendre en compte le monde dans lequel on vit, qui est un monde effectivement où aujourd'hui tout est disponible facilement sans payer, en tout cas dans la culture de manière générale, quoi, et que en fait, si tu veux, tu peux effectivement te dire mais on peut voir ça sous l'autre angle et se dire mais si les gens la téléchargent, c'est parce que les gens ont envie de la voir. Tout ce qui est disponible sur Internet n'est pas forcément téléchargé à outrance, quoi. Et pour refaire un petit peu de sociologie, pour le coup, les séries HBO précédentes, les séries prestigieuses de la chaîne, c'était des séries qui s'adressaient essentiellement à un public bourgeois, tout simplement parce que c'était le public bourgeois qui avait les moyens, l'envie de se payer une chaîne de télévision à péage. Parce que au début des années 2000, je voyais bien que dans la presse, sur les réseaux sociaux, on parlait beaucoup de séries comme The Wire ou comme ou Six Feet Under et compagnie, en oubliant que c'était pas du tout les séries les plus regardées dans le monde, que les gens ils continuaient à regarder les Experts Miami, parce que les Experts Miami c'est gratuit, et donc là il y avait une immense partie du public qui n'était pas du tout concernée par cette entre guillemets révolution des séries télé. Et donc le téléchargement illégal de Game of Thrones, ça a été aussi ce public populaire qui tout d'un coup a dit non mais on veut aussi goûter sur cette série-là, on a envie de goûter. Jusque-là ils n'étaient pas suffisamment convaincus pour aller le choper, mais là ils ont eu envie de le choper. Et je pense qu'il est important de le souligner que cet aspect sociologique, parce que c'est aussi tout un tapis qui va permettre à la série de vivre, mais c'est un public, je crois, qui ne parle pas. C'est-à-dire que ceux qui ont beaucoup glosé sur la série sur les réseaux sociaux sont justement des gens qui font partie d'une population middle class, voire upper class, et on oublie du coup la réception de toute cette masse de gens à travers le monde qui ont regardé cette série et qui l'ont peut-être vécu sensiblement différemment de ce que les réseaux sociaux nous en ont dit, en fait. Et puis après, il y a une question d'ouverture des canaux. C'est un peu la même question que se pose aujourd'hui Netflix sur le partage du mot de passe, en fait, par exemple. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a une question de, bon, vous pouvez pas vous permettre de payer Netflix, même si c'est 10-15 € par mois, donc vous prenez le mot de passe de vos parents, par exemple, ce genre de choses, etc., etc. Mais leur logique, et j'avais vu un patron, alors je sais plus sur quelle plateforme de streaming, quelle était sa plateforme de streaming en fait à lui, mais il disait en gros, on sait que dans 3-4 ans, quand vous allez rentrer dans la vie active, en fait, si on vous a suffisamment accroché, vous allez en fait prendre un abonnement. Il parie sur ce genre de logique-là. Et je pense que effectivement, le téléchargement était la porte d'entrée pour prendre un abonnement en fait chez HBO. C'était ça la logique. En fait, c'était comme ça que c'était perçu, en tout cas
quand c'est vraiment devenu un sujet de discussion et que des journalistes en fait médiatiques ont posé la question en fait. Et là, je parle de ça en 2013-2014 en fait. Voilà. Et je sais pas si c'est toujours le cas pour la dernière saison, hein, si ça avait la même logique, la même approche. Mais en fait, c'est le pari qui s'était fait et qui, bon, je pense, est vraiment, a porté ses fruits, quoi. Alors, Game of Thrones a séduit un public, un grand public, un public populaire. La série a aussi attiré de nombreux chercheurs, des historiens, des sociologues, des politologues, encore des philosophes ou des cartographes qui se sont emparés du monde créé par George Martin. Game of Thrones apparaît dans plus de 15 000 travaux académiques, si l'on en croit Google Scholar, qui répertorie des articles scientifiques, les livres et les thèses. Rien qu'en France, selon le site thèse.fr, la série serait citée dans 64 travaux. Alors, pour en citer quelques-uns, pour rire un petit peu, des scientifiques de l'université de Bristol et de Southampton ont construit un modèle qui simule la circulation de l'atmosphère à Westeros, se demandant si le pays était victime de réchauffement climatique ou de refroidissement plutôt. Un professeur médiéviste de l'université de Longwood en Virginie, lui, a vu sa cote de popularité exploser quand il a publié un article sur le combat entre la montagne et la vipère rouge. Pour lui, c'était juste un prétexte pour expliquer les combats judiciaires du Moyen-Âge, mais son analyse a été téléchargée plus de 10 000 fois en quelques jours sur le site de l'université. Et puis on a également des démographes français, Roman Beaufort et Lucas Mélissant, qui se sont intéressés aux personnages nommés de la série. Ils ont calculé pour chacun leur probabilité de mourir. Probabilité qui n'est pas mince. Depuis le tout début, un personnage sur deux est mort. Et leur conclusion, c'est que Westeros est une contrée qui est plus violente que la Colombie. Ça, c'était pour les quelques chiffres et quelques anecdotes à propos des travaux universitaires. Et pour continuer dans cette lignée, je vous propose un petit quiz. On va regarder si vos connaissances à vous sur le sujet sont étayées. On va s'intéresser aux différentes langues qu'on étudie. On va s'intéresser aux différentes langues qu'on entend dans la série. Dans le Royaume des Sept Couronnes, on parle la langue commune des Andals. Elle est transposée par de l'anglais à l'écran, mais d'autres langues existent dans cet univers. Pour leur donner vie, HBO a fait appel à David J. Peterson, un linguiste américain spécialisé dans les langues construites. Alors, saurez-vous retrouver de quelle langue il s'agit ici ? Je vais dire Dothraki. Oui, je vais répondre Dothraki à toutes les questions. C'est la seule langue dont on se rappelle. Bon, c'était facile pour commencer. Effectivement, il s'agit bien du Dothraki, une langue strictement orale parlée par les populations nomades de la plaine centrale d'Essos. Le Dothraki existait sous la forme de quelques phrases dans la série littéraire Le Trône de Fer, et quand la série a été adaptée à la télévision, David Peterson donc a créé véritablement cette langue. 1700 mots qui ont été créés avant le tournage, inspirés du turc, du russe, du swahili ou encore de l'estonien, et on a atteint les 4000 mots à la saison 4. On retrouve là la trace de la philologie dont on parlait dans le premier épisode et qui est au cœur du genre même de l'heroic fantasy. Effectivement. Alors, une deuxième langue, on va voir si vous êtes aussi fort. Roberti dari zihi ne keptisex yotonio gemagon. Skoriomasitas. Est-ce que vous reconnaissez ? C'est une des villes que... Ouais, moi, ça me dit rien. Non, ça me dit rien. Non, vous donnez votre langue au chat ? Oui. Bon, cette langue, c'est le haut-valyrien. C'est une langue ancienne, tombée en désuétude après la chute de l'Empire, mais encore utilisée par les érudits, les nobles instruits, les ecclésiastiques. C'est la langue qui est couramment parlée par Daenerys Targaryen. On y entend du grec et du latin. C'est ça, ouais. Elle aussi, elle a été construite par Peterson. Et cette langue possède 4 genres grammaticaux, le lunaire, le sonnaire, l'aquatique et le terrestre.
Allez, un petit essai avec un 3e extrait. Alors j'ai pas le nom de la langue en soi, mais c'est pas la langue des eunuques, la garde de Daenerys justement. Tu n'es pas loin, effectivement, tu as reconnu la voix de Vergris, le personnage. Voilà, en gros, Alors, il y avait un petit piège. En fait, ici, c'est ce qu'on appelle le bas valyrien, et plus précisément ici, le bas valyrien d'Astropor. Ce n'est pas une langue à proprement parler, mais un ensemble de dialectes issus du haut valyrien. On le parle dans les 9 cités libres qui sont situées à l'ouest du continent Essos et qui sont quasiment toutes d'anciennes colonies valyriennes. Finalement, c'est un peu comme le français, l'italien ou le roumain qui ont évolué à partir d'une base latine. Dans Game of Thrones, chacune des 9 cités libres a développé son propre dialecte à partir de la même langue ancienne. Petite question bonus. Est-ce que vous connaissez la langue des marcheurs blancs ? Non. Bon, c'était compliqué. Leur langue s'appelle le Scross. Elle a été créée pour la série, mais on ne l'entend jamais. Pourquoi ? Mais parce que Benioff et Weiss ont préféré la remplacer par des effets sonores de glace qui se fissurent quand les marcheurs blancs discutent. Mais une grammaire et un vocabulaire ont bien été créés par Peterson. Initialement, les marcheurs blancs devaient même être assez bavards. Et puis finalement, cette idée a été abandonnée. Vous en pensez quoi ? Oui, je pense que ça leur donne un peu plus de caractère fantastique pour le coup, parce que comme on l'a dit, c'est des éléments qui sont périphériques à l'intrigue en fait, les marchands blancs. C'est pas des personnages, donc du coup le fait qu'ils ne parlent pas, c'est un peu comme les trolls dans le Seigneur des Anneaux, un troll lorsqu'on les voit parler dans le Hobbit, ceux qui sont pas habitués sont un peu surpris quoi. Tout comme Raffi. Et puis ça contribue à les rendre aussi encore plus inquiétants, encore plus angoissants. En tout cas, si les langues dans Game of Thrones vous intéressent, une excellente vidéo d'1 heure postée sur la chaîne YouTube Linguisticae fait le tour de la question en profondeur. Et puis si vous êtes vraiment fan, sachez que vous pouvez apprendre le haut valyrien sur la plateforme Duolingo. Le cours comptait plus d'1 million d'inscrits en 2019. On a parlé de la série dans la vraie vie, on a parlé de la série dans sa mythologie, mais on en est qu'à la moitié puisqu'il nous reste encore 2 épisodes sur le feu. Alors de quoi est-ce qu'on pourrait parler la prochaine fois les garçons ? On va parler peut-être des créateurs pour le coup, c'est-à-dire de Martin et puis de Benioff et Weiss en fait, les showrunners, et la façon dont finalement ils ont collaboré ensemble pour adapter les romans, parce que mine de rien c'est quand même un gros morceau quoi. Bon, tu m'as tout spoilé. Effectivement. Tu me poses la question. Effectivement, dans le prochain épisode, on se penchera sur ceux sans qui cette série n'existerait pas. Et ça sera aussi l'occasion de revenir sur les moyens grandioses déployés pour le tournage. On a du pain sur la planche. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour ce second épisode. Merci Clémence. Mon cœur, c'est parfait. We Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.fr et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à Game of Thrones. D'ici là, portez-vous bien.